Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Favoriser l'intégration des personnes handicapées, c'est l'objectif de la journée mondiale dédiée à ces personnes vulnérables. À l'occasion, nous ferons un zoom sur les personnes handicapées qui ont pu s'insérer dans la vie professionnelle. Le numérique est une révolution qui bouleverse les habitudes. Cette ouverture au monde, malgré ses avantages, a également des inconvénients, surtout en matière de protection des données personnelles. On en parle dans ce journal. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore la demande sur le marché. Les aquaculteurs doivent adopter certaines techniques pour un bon rendement. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Les personnes vivant avec un handicap subissent des désagréments au moment de leur insertion professionnelle. Mais au-delà de ces discriminations, certaines arrivent à s'insérer et à s'épanouir. C'est ce que nous montre ce reportage de Lucrèce Degla et Igor Ayoso. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteur, visuel, auditif ou psychique. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Et on parle maintenant de cet outil important pour les non-voyants, la canne blanche. Depuis son apparition, elle se révèle plus qu'indispensable pour ces personnes vulnérables. Les origines de la canne blanche, c'est dans ce reportage signé Edwige Agossou, François d'Assise Amonsiwa et René Kofi. L'apparition de la canne blanche remonte au début des années 30. L'idée émane d'une jeune Parisienne du nom de Gilly Debmont pour contrer l'indifférence des usagers de la route à l'égard des non-voyants. Depuis, la canne blanche
est rentrée dans les habitudes de ces derniers jusqu'à devenir indispensable. La canne blanche est le symbole de la cécité, c'est le symbole de la malvoyance, mais c'est aussi le symbole de la mobilité et le symbole d'indépendance et d'autonomie. Normalement, lorsque vous voyez quelqu'un détenir une canne blanche, ça veut dire qu'il faut lui donner la priorité. Ailleurs, dans d'autres pays, ça s'enseigne dans les auto-écoles. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le trottoir qui soulève sa canne, ça veut dire qu'il est en situation de handicap visuel et qu'il veut traverser la voie. Soit vous l'aidez à traverser la voie, ou soit vous lui laissez priorité, vous le laissez passer carrément. Comme dans une auto-école, l'utilisation de la canne blanche est d'abord enseignée aux non-voyants. Ces codes sont apprivoisés afin qu'ils en jouissent pleinement. Je suis admis dans ce centre il y a cela 3 ans exactement. Voilà, ici, j'ai appris à faire la mobilité. On se déplace par la canne que vous voyez pour éviter les obstacles surtout. Je suis venu chercher ma canne parce que le mien, ça ne tient plus, ça fait son temps. Donc il faut que je change ça. Ça me met à l'aise. Avec la canne, on circule librement, on est élégant avec. Malgré tous ces avantages, il n'est pas rare de remarquer certains malvoyants arpenter les rues de la ville de Cotonou sans cet outil capital. Ils s'exposent ainsi à de nombreux dangers. Lorsque vous êtes en situation de handicap visuel, lorsque vous êtes déficient visuel ou aveugle, tout court, que vous n'utilisez pas la canne, vous vous exposez à des dangers, puisque vous circulez. Et vous circulez, il n'y a rien qui montre que vous êtes différent des autres. Et donc, vous pouvez être à tout moment soit renversé par un automobiliste, vous pourrez ne pas être aidé par les autres. En attendant d'atteindre le risque zéro, davantage de sensibilisation doivent être faites afin de susciter l'indulgence des usagers de la route envers les non-voyants. Et je l'annonçais dans les titres, le numérique ne cesse de révolutionner le monde et de bouleverser les habitudes. S'il a son lot d'avantages, le digital a tout de même des inconvénients, entre autres, la vulnérabilité des données à caractère personnel. Comment réguler la protection des données? Le citoyen est-il lui-même responsable des données personnelles qu'il publie sur la toile? Suivez plutôt. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. Les données sont devenues aujourd'hui une valeur marchande. Le digital a amené avec lui un lot de bénéfices. Les usages numériques ont conduit à la prolifération importante des données produites. Cependant, des risques sont présents. Si vous envoyez n'importe quelle photo ou si vous mettez des informations très personnelles sur les réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes jamais sûr jusqu'où cette information va aller. Nous, on remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Un univers qui demande à être régulé pour la sécurité de tous. Au Bénin, plusieurs structures telles que l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Autorité de protection des données personnelles sont en charge de cette régulation avec comme boussole le Code du numérique. Le Code du numérique tel qu'il est, il est écrit aujourd'hui, tel qu'il est articulé, met en place un certain nombre de mécanismes qui doivent permettre de protéger les données. Et la régulation consiste à interpeller ceux qui font un mauvais usage de nos données et, le cas échéant, prononcer les sanctions pécuniaires. Cependant, cette régulation ne saurait être suffisante. L'autodiscipline pourrait bien être le mode d'emploi le plus efficace à adopter. Ce n'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on met en ligne. Il ne faut pas propager des informations quand on n'est pas sûr qu'elles soient vraies.
il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux des informations trop personnelles. Par exemple, un email que je reçois où on me demande de cliquer sur un lien. Je ne connais pas qui me l'a envoyé, je ne sais pas à propos de quoi, mais je suis curieux. La curiosité, dans le cadre du numérique, est notre plus grand ennemi. Ce mode d'emploi doit être acquis directement à partir de l'école primaire et du secondaire parce que c'est là qu'on va prendre des mécanismes, des habitudes, des comportements qui vont nous protéger. Les données personnelles revêtent un caractère intime. Quelles que soient les régulations qui existent, la prudence reste le mot d'ordre à suivre. La numérisation pour une meilleure imposition en Afrique, la question était au cœur du 5e congrès du réseau de recherche en fiscalité. C'était à Dakar une occasion de renforcer la coopération entre les parties prenantes. Reportage. La fiscalité à l'aune de la numérisation de l'économie, une équation à résoudre pour les fiscalistes des pays africains. Nos administrations fiscales sont interpellées dans le cadre de la lutte, n'est-ce pas, contre l'évitement fiscal et les transferts de bénéfices indirects. Donc c'est dans ce cadre que le réseau africain pour la recherche en fiscalité a organisé son 5e congrès ici au Sénégal, n'est-ce pas, pour discuter, n'est-ce pas, sur la stratégie à mettre en œuvre pour avoir une vision africaine, n'est-ce pas, qui tienne compte de nos réalités spécifiques pour faire face aux défis de la numérisation de l'économie. Nous sommes ici pour débattre des questions de la numérisation, les défis et les opportunités pour l'Afrique, pour être sûr qu'on utilise en fait les avantages de la numérisation pour une meilleure imposition, une meilleure fiscalité en Afrique. Pour une bonne analyse de la numérisation de l'économie, administration fiscale et chercheurs en fiscalité devront adopter une démarche synergique. Le but de la TRN, c'est de créer justement ce pont-là entre les fiscalistes de l'administration fiscale et les chercheurs des universités. Parce qu'ils disent que d'un côté, les universitaires disent qu'ils n'ont pas accès aux données de l'administration fiscale pour aider à faire des recherches appropriées. Et de l'autre côté, les fiscalistes de l'administration fiscale n'ont pas accès aux recherches techniques les plus récentes. Donc la TRN fait le pont entre les deux pour être sûr qu'on produit des recherches de haute qualité, mais qui reflètent, qui répondent aux besoins de nos administrations fiscales. Le réseau de recherche en fiscalité oriente la recherche vers l'action pour amener les administrations à saisir les opportunités qu'offre une numérisation maîtrisée de l'économie. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale et il faut maîtriser les techniques pour avoir un rendement meilleur. Josia Bodjirenou nous donne plus de détails au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium,
C'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. La Guinée équatoriale veut lancer $1 milliard de projets stratégiques dans le pétrole et le gaz. Il s'agit d'une usine à petite échelle de regazéfication, de raffinerie de pétrole, des installations de stockage de produits pétroliers et une usine de transformation du méthanol en essence. L'annonce a été faite dans le cadre d'une conférence annexe du Forum des pays exportateurs du gaz naturel. 2020 sera donc l'année des investissements, d'autant plus que d'importantes sommes seront injectées dans l'amont pour plusieurs compagnies viennent de se voir attribuer des blocs d'exploration. Cette année, le pays a produit entre 120 000 et 130 000 de barils par jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.